Alors, pourquoi le balcon en forêt? Eh bien, pour rien, sinon que Monsieur Mestre, ici présent, a dit que le rivage des Sirtres était très chiant. Donc, sauf le premier chapitre, celui que tout le monde lit et celui que tout le monde lit. Non, j'adore. Le reste, personne n'en parle. Non. J'adore le rivage des Sirtres, mais c'est un livre extrêmement subtil, complexe, une sorte de joaillerie. Et donc, j'ai pris un balcon en forêt, tout simplement parce que c'était moins difficile. Bon. Alors, après le succès du rivage des Sirtres et la polémique qui a été engendrée par le refus du prix Goncourt, Gracq fait paraître en 1958 un balcon en forêt. Ce balcon sera refusé par la critique comme réaliste et trop ordinaire. Gracq, pourtant, désire présenter ce moment historique parce qu'il a participé à la guerre. En 1939, il est envoyé à Dunkerque, puis en Flandre. En 1940, il est fait prisonnier et envoyé en Silésie, d'où il reviendra tout simplement parce qu'il a une maladie pulmonaire et il reviendra à Saint-Florent-le-Vieil pour voir mourir son père. Bon. On va envisager ce texte, je suis littéraire, donc sous 3 angles. D'abord, l'histoire. Le récit, si vous l'avez lu ou relu, est marqué par 2 temporalités, sur un espace qui est tout à fait resserré, puisqu'il s'agit des Ardennes. Dans la deuxième partie, nous verrons la drôle de guerre ou une guerre drôle, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un récit qui a parfois beaucoup d'humour. Les personnages n'en sont pas, ce sont des personnages emblématiques. Néanmoins, l'humour est partout et le personnage principal dénie la guerre. Enfin, on s'intéressera à la surréalité, puisque ce que cherche le personnage, c'est moins le combat qu'une communion avec la nature. On peut se demander si c'est un récit d'attente ou de jouissance. Monsieur Mestre dit que c'est de la littérature d'attente. Je n'en suis pas sûre. Et nous avons un temps dans un temps multiple. C'est-à-dire que nous avons la création d'une sorte de surréalité. Alors, j'ai oublié ma souris, ça gêne. Première partie, donc un récit marqué par 2 temporalités. Le balcon débute, vous l'avez vu, par l'arrivée à Moriamé. Le transport est très gai, puisque le train qui suivait la rivière Lande s'était enfoncé d'abord entre 2 médiocres épaulements de collines. À chaque coude de la rivière, la vallée s'était creusée, pendant que le ferraillement du train, dans la solitude, rebondissait contre les falaises et qu'un vent cru lui lavait le visage quand il passait la tête par la portière. À Moriamé, donc, Grange reçoit son affectation pour maison haute. Qu'est-ce que maison haute? C'est un fortin de béton censé arrêter les troupes allemandes. Je vous ai mis à peu près le récit ici. Au bloc, c'est en vert, les hommes vivent des grandes vacances. Avec les 3 compagnons, ils vivent dans une atmosphère de grasse matinée, ce qui est quand même sympathique. Le dimanche, ils se rendent à Moriamé, où Varin s'amuse à le scandaliser. Un jour, il rencontre, vous l'avez vu, sur une route pluvieuse, Mona, avec qui il va avoir une aventure sensuelle. Alors, les petits bâtons rouges, c'est les visites à Mona. Hein? Varin était le capitaine, on va le voir. Avec elle, il connaît une passion sensuelle,
Et il nous dira d'ailleurs, rien ne le désorientait comme cette faim qu'il avait d'elle, où il n'y avait jamais ni satiété ni lassitude, qu'elle l'eût capturé, jeté sur son lit avec cette rapidité folle, lui en imposait, il y lisait la marque d'un génie tendre. En décembre, les communications sont coupées. Il faut dire, je reviens là-dessus, qu'avec les hommes, ils patrouillent. Très souvent dans la forêt. C'est en fait le gros du roman. La forêt ardénoise. La vie tranquille au Fortin est rompue par ce que les hommes appellent le Tour de France, qui ne sont pas du tout des Tours de France, mais l'arrivée de militaires, ou d'un véhicule en panne, ou des civils, etc. Mi-janvier, un avion de reconnaissance allemand traverse le ciel. Varin monte au Fortin pour lui demander s'il veut rester ou non. Et Grange répondra « Je me plais ici ». Il va alors en permission, d'abord à Paris, où les lampes sont badigeonnées, puis à Chinon, vous l'avez vu, où il mange de la rillette. De retour, tout est bouleversé, changé, et il convainc Mona de partir avec les civils. On peut considérer ce moment comme la première partie, ce qui dure d'octobre 39 à mai 40. En revanche, la deuxième partie, dans cette deuxième partie, le récit bascule. Pourquoi ? Puisque les bombardements éclatent le 9 et 10 mai. Varin ne cesse de téléphoner pour prendre des nouvelles de ses troupes, et encore un Tour de France, mais surtout des bombardements. Les hommes se réfugient dans le blocos, mais en sortent aussitôt, parce qu'il est trop humide. Grange tente une sortie où il trouve un Belge, un cheminot belge, qu'il ramène. Les Allemands attaquent à nouveau. D'ailleurs, on vient de leur dire, un Saccard est passé, faites pas les marioles là-dedans. Les Boches sont à 10 minutes. L'attaque a lieu par l'intermédiaire d'une petite camionnette qui monte au Fortin, puis une deuxième qui va écrabouiller le Fortin et tuer 2 hommes, Olivon et Herouet. Grange prend alors la fuite avec Courcouf et rentre dans la maison de Mona, on ne sait pas pourquoi, pour dormir ou mourir. Donc, le récit est marqué par 2 temporalités. Première partie, 6 mois sur 156 pages, d'octobre 39 à mai 40. Deuxième partie, du 9 mai au 14 mai, soit 5 jours sur 97 pages. Dans la première partie, on a des voyages, on a des hommes, des gens, du monde. Dans la deuxième, on n'a plus personne, sinon nos 4 hommes. Donc, Gracq a voulu jouer sur la temporalité. Mais Gracq a joué également sur l'espace. Vous l'avez vu, nous sommes dans un espace resserré qui est la forêt ardénoise. Venant de Charleville-Mézières, si vous le voyez sur la carte, Grange est envoyé à Monternay, que Gracq appelle Moriamé, par le train justement. Le Fortin, qui se situe entre Monternay et Revin, est à 100 km de l'Allemagne, 30 km du front, mais il est protégé, ce Fortin, par la Meuse et ses 60 km, sur lesquels nous reviendrons, puisque Gracq ne cesse de décrire la forêt et faire allusion à la Meuse.
Dans cet espace qui est sans cesse parcouru, nous aurons en fait deux types de lieux. Les lieux fermés, c'est pas très original, hein, et évidemment les lieux ouverts. Les lieux fermés, c'est évidemment le fortin. Alors, Maison Forte est une sorte de chalet savoyard. On ne dirait pas, mais c'est ce qu'on dit. Le bloc a été construit pour interdire l'accès de l'Ardenne belge vers la Meuse. C'est un bloc de béton peint en vert olive. La peinture et le crépi forment des dartes fongeuses qui laissent suppurer des pleurs de rouille, ce qui est assez peu engageant. Sur le sol, dans un coin, on trouve un poulailler, de l'eau, des lapins. On trouve aussi des boîtes de conserve, des vieux papiers, des grillons de pain. Au rez-de-chaussée, c'est le boyau. Le boyau, c'est l'endroit où sont mis les armes et les munitions. L'impression de réclusion est rendue oppressante, le corps remué là-dedans comme la menthe sèche dans le noyau. C'est dire si c'est quand même restreint. Et ce rez-de-chaussée est violemment inhabitable. Au-dessus, on voit peut-être mieux de l'autre côté, au-dessus, on a une maisonnette à laquelle on arrive par un escalier de fer. Et là, Grange se sent bien. On nous dira il aimait lire dans son lit par les longues soirées d'hiver au bruit des respirations sonores du carré qui traversait la cloison. Il se plaisait là à sentir la maison forte autour de lui. C'est dire qu'il est à l'aise. À cet étage-là, on trouve le carré des hommes, la cuisine et la chambre de Grange. C'est là que les hommes dînent sur une table de bois peint. On allume la lessiveuse quelquefois pour faire fondre la neige. Et Grange s'attache à ce lieu qu'il appelle ma maison. Il dira un peu plus tard, on se sentait dans ce désert d'arbres au juché au-dessus de la Meuse, comme sur un toit dont on eût retiré l'échelle. Ce lieu auquel il est attaché, c'est le balcon en forêt. L'autre lieu qui est décrit, c'est la maison de Mona. C'est une ancienne ferme qui a été rénovée où on trouve toutes sortes de choses. Des tables en raffia, des lampes en raffia, des tables marocaines, des meubles massifs. On trouve aussi des disques, des livres, des cartes postales galantes, des portraits d'acteurs, des coupures de journaux. Et dans un hamac traîne une litière de magazines de mode, un harmonica, une paire de mules de cuir rouge, des ciseaux à ongles, un éventail et un grand peigne de cornes espagnol, ouvragé comme une chasse. C'est dire si c'est encombré. Cette pièce, Grange y viendra souvent, tant pour s'unir à Mona que pour la regarder dormir. Il dira la dernière fois où il y pénètre une tristesse recluse sans âge, coulée des meubles sévères. Ce lieu, c'est à la fois le lieu de l'amour et le lieu de la mort. Les lieux ouverts. Vous l'avez vu, l'action se déroule en gros dans la forêt ardennaise. Grange se rend souvent à Falise, qui est à côté du Fortin, et la forêt est celle de Michelet, c'est-à-dire une immense forêt de petits arbres. La forêt est évoquée de maintes façons. D'abord, le regard, vous l'avez vu en le lisant, peut se fixer sur un détail. On parlera par exemple des berlingots de glace. Ou bien, Grange se fixera sur l'avion qui traverse le ciel.
Le regard, la description peut être cinématographique, comme dans la descente en luge. Le soleil, la poussière de la neige, les écueils traitent de souches mouillées, la falaise proche des sapins noirs, tout s'engouffrait alors au fond des yeux de Grange dans le sillage d'un vent de foudre qui lui mordait les oreilles et semblait purger la terre de sa pesanteur. Grange utilise aussi pour décrire la forêt des dispositifs optiques. Il utilise souvent la lunette du canon pour voir devant lui. Le gros œil rond, avec 2 fins traits de rasoir de son œillère, semblait s'ouvrir sur un autre monde, un monde silencieux, intimidant, baigné d'une lumière blanche. Néanmoins, la prédilection de Grange va vers les lais ou les layons. Alors, je ne savais pas ce qu'était un lait, c'est tout simplement un chemin. Il suivait l'allée pendant une demi-lieue. Au-delà d'un coude, les arbres se serraient brusquement autour et au-dessus du chemin. L'enfonçaient dans une cavée profonde. La lisière extérieure de ce beau coteau ténébreux marquait la frontière. Il s'arrêtait là pour allumer une cigarette et fumer un moment silencieusement au bord de la Belgique endormie. Néanmoins, la prédilection de Grange va au panorama. Et le premier panorama qui nous est offert, c'est celui que nous voyons à l'éclaterie. J'ai mis en gras les éléments qui organisent la description. Parce qu'en haut du versant, plus au bord de la route, on avait aménagé sur la pente un petit terre-plein garni de 2 bancs. De là, le regard effleurait le sommet du versant d'en face, un peu moins élevé. On voyait les bois courir jusqu'à l'horizon, rêches et hercés, comme une peau de loup, vaste comme un ciel d'orage. À ses pieds, on avait la Meuse, étroite et molle, engluée sur ses fonds par la distance, et Moriamé, terré au creux de l'énorme conque des forêts. Moriamé, c'est la partie que vous voyez à gauche. Les paysages sont nombreux et la plupart du temps ils sont animés. Vers la Belgique, les lointains bleuâtres tournaient déjà à la nuit, un dôme de nuages pesants glissait peu à peu dans le ciel. Au bord de l'horizon de forêt commençait à crever une palpitation d'éclairs de chaleur. On eût dit que la terre n'était plus attentive qu'au couvercle lourd qui de minute en minute coulissait haut sur le ciel. La plupart des descriptions sont animées. Elles sont aussi pour la plupart extrêmement majestueuses. J'ai pris ce morceau parce qu'il est évident. 1 ou 2 coups de tonnerre roulèrent faiblement derrière l'horizon de la Belgique. La lune s'était dégagée. Au fond de la trouée des arbres, la pente de la clairière se givrait d'une lumière froide minérale. On passe. Jamais Grange n'avait eu comme ce soir le sentiment d'habiter une forêt perdue. Toute l'immensité de l'Ardenne respirait dans cette clairière de fantômes, comme le cœur d'une forêt magique palpite autour de sa fontaine. Mais, avec les combats, on va passer de la vue à l'ouïe. La guerre alerte non la vue, mais l'oreille. Les sensations visuelles font place aux sensations auditives. Les armées modernes, dira Grange, tintinabulent comme celles de la guerre de 100 ans. Et Grange, par moments d'ailleurs, s'amuse à fermer les yeux. On y reviendra. À partir du 9 mai, explosion, canonnade occupe le ciel. On eût dit plutôt que derrière l'horizon, à coups réguliers, un marteau lourd écrasait le fer rouge sur une énorme enclume. L'arrivée des troupes ennemies entraîne un énorme bourdonnement qui montait lentement vers son zénith, entré par les fenêtres.
Ce bourdonnement ne paraissait pas de la terre, il intéressait uniformément toute la voûte du ciel, devenu soudain un firmament solide qui se mettait à vibrer comme une tôle. On pensait d'abord plutôt à un étrange phénomène météorique, une aurore boréale où le son se fut inexplicablement substitué à la clarté. L'arrivée des camionnettes au Fortin va se faire avec un ahannement ininterrompu. Une gigue de tressautements métalliques va se faire entendre, et enfin, une grêle lourde, brutale, va gifler le Fortin. Donc, en clair, la chronologie du balcon est claire, le récit joue néanmoins avec la durée. D'octobre 39 à mai 40, 6 mois sur 156 pages, et la période du 9 au 14 mai, soit 5 jours sur 97 pages. Cette distorsion est rendue d'autant plus sensible que le récit s'enracine dans la forêt ardennaise, sans cesse parcourue. Nous n'avons rien d'autre. Deuxième partie. C'est une guerre drôle. C'est une drôle de guerre, mais c'est aussi une guerre drôle. Je vous ai mis à droite l'affiche du film qu'en a tiré Michel Mitrani en 1979. La sœur de Michel Mitrani a vécu, entre parenthèses, avec Gracq un bout de temps. Les personnages sont emblématiques, on va le voir. Le récit est plein d'humour, mais la guerre est déniée. Le personnage qu'on voit peut-être le plus, c'est Mona, que Grange rencontre un jour de pluie. Il dira c'est une gamine, une écolière, une petite fille, une bohémienne, un jeune chien, un poulain, un chaton et même un jeune arbre, une pluie de baisers, un orage de gaieté tendre. Elle dira je vous connais bien, je vous ai vu de ma maison. Tous les jours vous venez prendre votre café au platane, c'est fastueux, ajouta-t-elle en accentuant le mot d'un air important. On eût dit qu'elle venait de l'apprendre, mais de nouveau le menton tendit vers lui la bouche et les yeux qui riaient, avec un gonflement du cou qui troublait Grange. Mona va se présenter légèrement, elle dit qu'elle est veuve de Jacot, médecin qui est mort 2 mois plus tôt. Néanmoins, elle a un livret de famille, ce qui semble très important. Mona est une sorte de Napoléon de la sensualité, puisque les deux amants passent de longues heures sans se désunir, et Grange dira « Il s'était trouvé en elle sans même y penser. »« Tu es un paradis », fit-il avec une espèce de satisfaction. Si Mona introduit Grange à la sensualité, ça ne l'empêche pas de faire des prières, le signe de croix, de lire la légende dorée, de raconter l'histoire de Saint Benoît et de sa sœur Sainte Scolastique, ce qui est quand même étonnant. Quant à sa servante, vous l'avez vu, elle fait penser à une soubrette de magazine galant. En fait, Mona est parfois dangereuse, puisque, quand elle est en luge, elle mord Grange jusqu'au sang. De son physique, on ne sait à peu près rien, sinon qu'elle est mince, qu'elle porte quelquefois un blouson. Grange dira, elle était spontanée mais pas limpide, les paroles étaient d'une enfant, mais leur audace n'était pas toute naïve. Ce qu'il avait soudain sur sa main, c'était une bouche pulpeuse, aux lèvres lourdes, qui savait déjà chercher son bien. Grange se demandera à un moment s'il a aimé Mona. Et il répondra, c'était mieux, il n'y avait eu de place que pour elle. Fée, licorne, Mona est aussi une sibylle, vous l'avez vu, puisque elle est saisie par l'angoisse crépusculaire
le soir. Femme-enfant rieuse, c'est aussi une sorcière qui finit par encombrer l'aspirant. Et il aura faim d'être seul. En face, on a les militaires, dont le plus haut gradé est Varin. Varin est capitaine et c'est le seul personnage d'ailleurs qui soit clairement décrit. Il a une mâchoire carnassière, un profil de rapace. Le dimanche, il invite Grange. Pourquoi? Pour le scandaliser. Regardez donc ça un instant, Grange. Le deuxième bureau nous gâte. Celle-ci vous botte ou celle-là? Celle-ci ou celle-là, ce sont les casemates qui sont construites le long de la ligne Siegfried. Varin déplore la vétusté du matériel. Il déplore le sommeil du commandement. Grange adoptera son point de vue, notant que les barbelés ne sont que des boudins nickelés, traitant le commandement d'imbécile. Mais Varin ajoute « La guerre va être une drôle de promenade. » Et il dira « Une foutue armée, mon cher, et qui m'a tout l'air de vouloir faire avant peu une armée foutue. » En dessous ou en face, nous avons le dimanche Maillard. Maillard est un blond aux yeux bleus qui aime les femmes et qui s'empresse de créer une sorte d'amitié avec les nouveaux arrivés. Il écrit des poésies aussi, qu'il récite le dimanche, mais surtout, l'intérêt de Maillard va aux fesses. Assez causé du service, nasiller la trompette, minaudière du capitaine Magnard, parlons fesses. En face aussi, on a les trois hommes du fortin. Les trois hommes du fortin viennent de milieux populaires et ils appelleront très souvent, j'ai pas noté tout, ils appelleront Grange mon lieutenant pour se faire torcher les boches dans la gueule, etc., etc. On a un certain nombre de mots, de vilains mots. L'important, c'est que on eût dit que l'existence au fortin avait trouvé son rythme une fois pour toutes. On dîne de bonne heure autour d'une petite table. Les hommes discutent politique puisque tous sont de gauche, ont travaillé sur les chantiers. Parfois, on s'installe autour du poêle et l'on chauffe le café en écoutant le traître de Stuttgart. Vous savez bien sûr ce que c'est. Bon. Ils se sentaient bien d'être ensemble, dispos et gais, dans la bonne chaleur un peu tendue pourtant par cette rumeur de sauvagerie. Les hommes fréquentent, puisque les civils ont été appelés, les hommes fréquentent, ainsi Olivon s'est mis en ménage avec la cabaretière, à qui il lit les communiqués de la préfecture concernant le commerce des boissons, tandis qu'Hervé remplace un chasseur alpin auprès d'une femme très maigre ayant beaucoup d'enfants. Mais aucune licence ne préside à ces accouplements. L'ordre mâle, parce qu'il comportait le lit, s'arrêtait avant le journal du soir et les pantoufles. C'est dire si tout cela est organisé. Que peut-on dire de Grange? Eh bien, de Grange, on ne peut rien dire. Mona va dire que c'est un beau militaire. On sait qu'il a des connaissances à Paris. Il fait part de ses souvenirs. Vacances en Bretagne, soirée d'août 14, on l'a oublié. Récitation scolaire, conduite automobile. En revanche, on connaît ses lectures, Shakespeare, Gide, Mémorable de Swedenborg, romans policiers. Il fait aussi de nombreuses références, les Cosaques de Tolstoï,
le domaine d'Arnheim de Pau, où le personnage construit des jardins merveilleux. Verne, Shakespeare et Wells. Il fait des évocations également, le dormeur du Val, le bateau-ivre, le Horla, le prince d'Aquitaine et Parsifal de Wagner. Je vous ai mis en haut à droite un photomontage où on a la plupart des gens qui sont cités par Grange ou par Crac. Quoi qu'il en soit, ça n'a strictement pas d'importance puisque le lecteur traverse le récit à travers les yeux de Grange. On s'en rend à peine compte, mais on est dans la tête de Grange de la première à la dernière page. Grange va qu'à ses occupations, patrouille dans la forêt, va chez Mona, mais la guerre est lointaine. Avant tout, Grange se sent chez lui, avec son monde, dans sa maison, son escalier, sa chambre, son bureau, ses fenêtres, un foyer. Il est chez lui. Et il dira, le pire malheur était d'avoir à quitter une maison forte. Avant de se coucher, il s'arrêtait un moment devant la carrée que les hommes entrebâillaient la nuit pour laisser entrer à la chaleur du poêle. Il en venait un bruit de respiration sord et saine. Tous les quatre, songeait-il. Il s'étonnait de penser que 15 jours plus tôt, ils ne savaient même pas leur nom. Deuxième partie, c'est un récit qui est drôle. Bon, on l'aperçoit d'emblée quand le train arrive à Moriamé. Et surtout, les jeux de mots sont nombreux. Curieusement. Ainsi, le Fortin ressemble à un accouplement de mastaba de la préhistoire avec une guinguette d'Hécati de la pire banlieue au milieu d'un bric-à-brac de bohémiens. Bon, un mastaba, vous savez ce que c'est? Bon, moi je ne savais pas. Ben, ceux qui savent vont dire. Tu sais, Françoise? En Égypte. Voilà. Les hommes ressemblent à une tribu berbère, au seuil des Gourbis, et le lieutenant qui va passer va dire à Grange, drôle de turne. Ça fait assez caveau de famille, en parlant du Fortin. C'est coquiné votre bungalow. Et qu'est-ce que vous faites là-dedans? La cueillette des champignons? Un bon conseil, je m'arrangerai pour changer d'air. Cette machinette qu'on vous a louée en forêt, savez-vous comment j'appelle ça? Sans vouloir vous vexer, j'appelle ça un piège à con. Vous serez fait là-dedans comme un rat. Ce qui est pas faux. Les hommes ne sont pas dénués d'humour puisqu'ils parlent sans cesse du Tour de France, c'est-à-dire le passage des armées, des civils, et quand un passe, l'autre rentre, quand l'autre rentre, les civils passent, et à un moment, à la fin du livre, on nous dit qu'un cyclone composé d'un carnaval de cyclistes dératés déboule. Et ce carnaval est suivi d'une voiture à viande qui brinque-ballait tout un étal de rumsteak enduit d'une ignoble moutarde grise. C'est appétissant. Quant à l'enclos, les hommes disent que c'est une sorte de gymkhana pour bébés. Les hommes agissent avec le molle enthousiasme d'un percheron et ils attendent l'attaque qui sera la débâcle flasque d'une chasse d'eau. C'est dire que c'est pas... On est parfois dans la parodie. Ainsi, quand les Allemands arrivent, Grange va dire, on est en plein comique troupier, et on y est bien, et malgré une grimace d'hilarité lugubre lui ridait les joues. Avec mes 3 anabaptistes. Il va renvoyer Courcouf,
C'est un ordre, ajouta Grange d'un ton qu'il sentit malgré lui vaguement parodique. De nouveau, le sentiment traversa que cette guerre singeait quelque chose. L'humour vient aussi de procéder de l'animalisation, c'est-à-dire que des hommes ou des éléments sont animalisés. Ainsi, Varin, le cheminot belge et le lieutenant ressemblent à des lapins. Toute l'ironie du visage bougeait dans les narines et la lèvre supérieure qui tremblait faiblement, mais sans arrêt, à la manière d'un nez de lapin. Ce ferment continuel agaçait Grange. Les camionnettes qui vont monter sous la forme d'insectes. De la première, on nous dit, elle grandit d'abord parfaitement immobile. Elle obliqua vers le côté de la route et se bloqua net, avec la perplexité un peu comique d'une fourmi qui flaire le rebord d'une planche. Donc ça n'a rien de spécialement guerrier et belliqueux. Cette même voiture va s'arrêter et tout d'un coup elle va vomir par le haut un bouquet de longs filaments de papier comme des serpentins. La guerre n'est donc pas terrible. Et il s'avère que, par moments, nous sommes dans la farce. Kourkouf boit beaucoup, il est l'esclave d'Herouet et il devient celui de Grange, le nourrissant dans sa fuite, mais très souvent, il va, ramasser le courrier et les provisions à Moriamé. Vous m'excusez, je sais pas me servir de ce truc-là. Ah, Françoise, j'ai besoin de toi. Hein? Non, non, tu verras. Mais j'arrive pas à le... Gauche? C'est Kourkouf qui revient de Moriamé. Les autres vont le monter, il est ivre, très rouge. Les camarades vont le monter, ils vont le dégeler à l'aide de grog. Et il va dire, l'un d'eux dira, on va le dégeler avec des grogs près du poêle. L'un d'eux dira, pire qu'une locomotive, il pisse de la vapeur. Sifflait Olivon, admiratif, en lui tapotant le dos. Mais ça, on peut le dire, il consomme. Et vous allez naturellement reconnaître le personnage et l'acteur. On n'a pas trop de son. Voilà, il pisse de la vapeur. Bon. Voilà, j'attendais parce que c'est assez étonnant. Hein. Tout à fait jeune. Villeray. On a vu des personnages emblématiques, on a vu que c'était un texte parfois humoristique, et ce qu'on va voir maintenant, c'est que le texte est un déni de la guerre, de la part de Grange, évidemment. Grange va faire beaucoup d'efforts pour rejeter la guerre, de maintes façons. La première, ce sera de la nier. Il dira, par exemple, que c'est un incident technique, qu'on ne s'attendait à rien de sérieux, qu'on n'attendait rien. Rien ne faisait prévoir un changement dans le secteur du toit. Il ne se passait rien, il dira même, peut-être que la guerre est finie. La guerre, se disait-il, et qui sait même s'il y a une guerre?
S'il y en avait une, on le saurait. Mais malgré lui, il se sentait nerveux. Qu'est-ce qui se passe, se dit-il? Est-ce que ça viendrait par ici? L'Ardenne, se répétait-il, l'Ardenne, il fallait être fou. Grange reprend là un raisonnement qui a été très utilisé. Les Ardennes étaient inviolables. La guerre l'a montré d'ailleurs, et je sais plus où, par rapport aux Ardennes, où se situe la ligne Maginot. Plus à l'est? D'accord. Et puis ensuite, il aura une sorte de doute. Un doute obscur animal lui monte au ventre. Les raisons d'être avaient perdu leurs dents. Le Sadkar passe, les boches sont donc à 10 minutes. Varin annonce que l'ennemi a franchi le canal Albert, on a des bombardements, des grondements, il faut se rendre à la raison, la brume de la fausse guerre se levait, la vraie guerre avait commencé, la guerre est venue. Et pourtant, il continuera à nier, disant par exemple, il n'y a pas d'Allemands. On peut nier la guerre, et une autre façon de la nier, c'est de convoquer la nature. Grange s'enfonce dans les sous-bois, les hommes les ardent au soleil, et d'ailleurs pour éviter le canon, il suffit de se boucher les oreilles. Quand Grange un instant se bouchait les oreilles de ses doigts, l'allée entière n'était qu'une coulée printanière et douce qui fuyait vers les lointains bleus. Mieux, quand il regarde, il verra que la pierraille du chemin devenait dans l'éloignement douce à l'œil. Quand il avait vu l'avion, Grange avait pensé, le spectacle nous parut à Grange nullement guerrier, plutôt ornemental et gracieux. Enfin, la dernière technique pour nier la guerre, c'est de s'en foutre. C'est encore ce qu'il y a de plus simple. Grange ressent une sécurité irréelle, un optimisme délirant, il combat l'angoissant par l'inouï, et d'ailleurs, il n'est pas concerné. Donc c'est très clair. Il ajoutera, il s'en fout. Il savait bien qu'une lame de fond venait de balayer la terre. Il n'en sentait que le dos lisse et l'ivresse de sa propre légèreté. Il ajoutera, qu'est-ce qu'il y a entre la guerre et moi? Les Allemands vont venir, mais réellement je n'y suis pour personne. La guerre ne mord pas son esprit, elle se déplace dans les dernières pages avec le bruit alangui d'une goutte sur une vitre. La guerre glissait très loin, très insignifiante, mangée par des ombres terreuses. Donc, si on veut s'arrêter 3 minutes, le balcon met en scène des personnages emblématiques. Englouti dans la forêt, le toit offre une parenthèse heureuse. C'est dire que si le balcon est un récit de guerre, il est de façon très particulière. Loin d'être une période atroce, le Fortin connaît des vacances magiques. Bien. Mais il y a plus. C'est que si le lecteur épouse la vision du personnage, puisque nous voyons le monde à travers la tête de Grange, l'itinéraire nous est rapporté à la 3e personne. La voix ou le récit sont donnés par un narrateur anonyme. Et on nous parle de Grange, il, alors que nous sommes dans sa tête. Le personnage dit très peu « je ». Gracq, si vous voulez l'explication, il la donne sur YouTube, Entretien images fortes. Mais on peut aller plus loin, j'espère que le son va marcher. Et Gracq lui-même était tout à fait conscient. Oui, en tout cas, ça ne passe pas dans mes livres, il n'en est pas question. Il n'est pas question de psychologie, il n'est pas question de morale non plus. Ce qui passe instinctivement quand je m'occupe des personnages,
ce sont des éléments qui ne touchent pas à la psychologie habituelle. Je suis beaucoup plus sensible, par exemple, chez d'autres écrivains, aux métaphores qui cherchent à caractériser les personnages et qui viennent soit de la chimie, je pense aux affinités électives de Goethe, par exemple, soit de l'électricité, le magnétisme, par exemple. Alors ça, ce sont des notions qui me sont familières, et les personnages obéissent beaucoup plus, il me semble, dans mes livres, à ces attractions, à ces affinités électives, ou bien à ces attractions et répulsions qui sont de la nature de l'électricité et du magnétisme. Quelqu'un comme Breton était extrêmement sensible à cet aspect des choses. Je l'ai relevé, je me souviens dans le livre que j'ai écrit sur lui, mais j'y suis moi-même extrêmement sensible. Alors que le mécanisme de la psychologie classique, enfin, j'adore Stendhal, je trouve ça merveilleux, mais je pense que c'est une création pure de nature poétique. Je ne crois pas beaucoup, si vous voulez, au mécanisme de la psychologie classique. Je crois qu'ils sont inventés, imités. Donc, pas de psychologie, pas de morale. Ce qui est assez surprenant, parce qu'on a tendance à vouloir que, puisqu'il va voir une nana, puisque ci, puisque ça, il refuse la psychologie. C'est donc que le problème du balcon se trouve tout à fait ailleurs. Il ne se situe ni dans l'aventure, ni dans la psychologie. Pour moi, c'est très orgueilleux, le problème du balcon se situe dans une quête particulière. En tout cas, voilà. Et il se situe dans une sorte de création d'une surréalité. Vous l'avez vu, on va le voir, le personnage communie avec la nature. On se demande s'il est dans un sentiment d'attente ou de jouissance, et en fait, je crois qu'il est dans le mythe ou dans un temps multiple. Communion avec la nature. Les descriptions de la forêt couvrent à peu près 60 pages, ce qui est énorme. Grange est en accord évidemment avec les éléments. Il dira par exemple un gros soleil rouge se lever. Cet instant lui paraissait toujours neuf et merveilleux. On lui dit que jamais encore la lumière sur le monde ne s'était levée aussi jeune. À Maison Forte, la laideur du monde se dissipait. Ce qu'il aime, Grange, c'est avant tout marcher dans la forêt. Grange marchait dans une sensation de bien-être physique sur laquelle venaient virer des pensées confuses. La forêt, je suis dans la forêt, il n'aurait su dire plus long, marcher lui suffisait. Cette marche procure une exaltation, un charme, un enchantement, une allégresse, une ivresse, une sorte de magie. Si la nature produit chez Grange cet effet, c'est qu'il y est attaché depuis l'enfance, où il aimait les sentiers dans les jardins. Cette passion, Grange la partage avec ses hommes, avec Hervé en particulier, mais si on relit le texte, on verra que toujours et partout, les personnages sont en contact avec la nature. Par exemple, au Fortin, la fenêtre ouverte, on percevait un long froissement salubre qui paraissait courir à perte de vue sur la forêt respirante. Et les hommes sont également en contact avec la nature. Par exemple, un soir, ils regardent le ciel. Maintenant, dans la nuit tombante, les avions revenaient sur la Meuse, sans bombarder, avec un rôdement traîneur. Allongés sur les coudes dans l'herbe noire déjà mouillée, ils rallumèrent une cigarette et silencieux, ils observèrent le combat. C'était comme les derniers lampions d'une fête foraine. Grange ne va cesser de répéter qu'il jouit, entre guillemets, dans la nature. Rien ne lui semble plus important que d'être assis sur le bord d'un torrent. Il dira aussi, depuis son enfance, il n'avait jamais éprouvé de sensation aussi purement agréable. Il était libre, seul maître à bord dans cette maisonnette de mère grande, perdue au fond de la forêt.
il devrait se replier, on devrait se replier, mais il n'avait pas envie de s'en aller. Ce qu'il veut, c'est rester. Il dira d'ailleurs, qui m'en empêche? Les ponts sont coupés, je suis seul ici, je fais ce que je veux. Ce qui est assez étonnant. Ce qu'il veut, c'est être seul dans la forêt ardennaise. Et il ne cessera de répéter, il n'y a que moi au monde, avec une allégresse qui l'emportait. Il s'interroge pourtant. Qu'est-ce qu'ils attendent, le « il » renvoyé au commandement français? Varin demande, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'on attend, dit-il. Tantôt on n'attend rien. En fait, le terme attente désigne moins l'arrivée des Allemands qu'une sensation à l'état pur. Il dira, ce n'était pas le jour qui pénétrait la terre, mais plutôt une attente pure qui n'était pas de ce monde. Le regard d'un œil entrouvert où flottait vaguement une signification inintelligible. Une maison, songeait-il, comme s'il la voyait pour la première fois. Autrement dit, le terme d'attente ne renvoie qu'à un sentiment intérieur, voire à une interrogation intérieure. Dès le début du récit, on n'y fait pas attention, mais en fait, le personnage s'interroge. Mais les descriptions sont telles, les va-et-vient sont telles qu'on n'y prête pas attention. Or, dès la page 41, il dit « Il regardait longtemps la nuit. On eût dit qu'une question était posée qu'il devenait urgent de comprendre, mais Grange ne la comprenait pas. Il sentait seulement monter en lui, au bout de quelque temps, une fébrilité vague. Plus loin, il semble répondre à la question. Il devait y avoir dans le monde des défauts, des veines inconnues, où il suffisait une fois de se glisser, comme Alice au pays des merveilles. Je suis peut-être de l'autre côté. Alors, où est-il? Eh ben, on n'en sait rien. Il dira, j'avais peur, il va fournir des éléments, une ébauche de réponse. J'avais peur et envie, j'attendais que quelque chose arrive, j'avais fait place pour quelque chose. Il savait bien que quelque chose était arrivé, mais il lui semblait que ce ne fût pas réellement. Donc, à partir du moment où il fuit, il ne cessera de répéter « personne ne l'attendait plus, jamais nulle part ». Ensuite, il dira « j'arrive, je rentre ». Il n'y avait rien à attendre, rien d'autre, je suis revenu. Alors, où est-il revenu? Je ne le sais pas, mais ce que je sais, c'est que dans la maison de Mona, il va se regarder dans le miroir et ne pas atteindre sa main dans le miroir. Il dira, la vie ne se rejoignait pas à elle-même, il n'y avait rien que ce tête-à-tête, un peu plus proche avec une ombre voilée qu'il ne dévisageait pas. Il n'y avait personne, seulement cette ombre têtue, voilée, intimidante qui flottait vers lui sans le rejoindre au fond des limbes. Donc, qu'il s'endorme ou meure, Grange aboutit à une sorte de constatation, c'est que sa conscience ne peut exister que dans le présent sans jamais se joindre à elle-même. C'est cette quête intérieure qu'expose l'épisode des matricules allemands qui est quand même étonnant, puisque les hommes prennent dans la voiture ennemie les matricules et ils se sentent en faute. Ils disent « nous avons touché les arcanes ». Donc, toucher les matricules allemands, c'est tuer les Allemands, et la réponse sera dans les bombes. En clair, on peut dire que Grange est un nouveau Parsifal. Il entraîne son lecteur dans une quête qui est polysémique,
celle de l'attente de la guerre peut-être, celle du bonheur ensuite, et enfin celle d'une interrogation existentielle sur la conscience. Courage, c'est la fin. C'est bientôt la fin. Encore un peu, respirez fort, on y arrive. En fait, c'est cette interrogation, je crois, qui traverse certains romans de Gracq. Et en plus, Gracq va tout faire pour brouiller, non pas l'espace, puisque nous sommes dans la forêt, mais le temps. Par exemple, il y a de nombreuses, si vous l'avez remarqué, références bibliques. Grand, j'éprouve les mêmes sentiments que les passagers de l'arche. Ces angoisses évoquent celles du jardin défendu. Les références sont aussi historiques. Nous avons Alésia, par exemple, l'époque médiévale, l'an 1000. La forêt respirait plus en plus éveillée, attentive jusqu'au fond de ses forts et de ses caches, soudain remuée aux signes énigmatiques dont ne savait qu'elle retour du temps. On ne dit que la vieille bauge mérovingienne flairait encore dans l'air imparfait. Mona ressemble à une fée, Mona ressemble à une cerve et Chinon rappelle un livre d'heures. La herse du château de Chinon se relève au son des trompettes en grand cortège. On voit sortir des voûtes le prince d'Aquitaine à la tour abolie, flanqué de la pucelle et de Barbe Bleue. C'est dire. Les références sont aussi poétiques et celles du conte. Et, curieusement, le monde peut être organisé selon un cerveau d'enfant. La vie au fortin connaît des vacances, la neige s'installe à Maison Forte et elle installe le fortin dans le monde de la Belle au bois dormant. À moins qu'on évoque le jeu de loi. Mais il dira, puisque les Allemands arrivent, c'était une peur un peu merveilleuse qui remontait à Grange du fond de l'enfance et des contes, la peur des enfants perdus dans la forêt crépusculaire, écoutant craquer au loin le tronc des chênes sous le talon formidable des bottes de ses pieux. Donc, le récit est tissé de maintes références dans le passé de toute époque. Mais si le récit s'accroche au passé, il peut également basculer vers l'avenir. Et c'est là où l'histoire se corse. Souvent, il dira, Grange pense qu'à un moment, ce serait la vie sauvage, les coureurs des bois, les embuscades, la vie serait hasardeuse et guerrière remplie de coups de feu. Au village, il dira, la vie sans sauvager, retrouver l'humeur barbare de se loger au large. Quelque chose dans l'homme était vengé, ragaillardi. Il rêve d'un monde racheté, lavé de l'homme. La terre paraissait belle et pure comme après le déluge. Et il va faire une longue citation annonçant un monde nouveau. Peut-être le pays allait-il pour de longues années transplanter, secréter à ses frontières un peuplement de luxe, une caste militaire paresseuse et violente. Comme les nomades armés du désert lèvent le tribut sur les bordures cultivées. Des espèces de rôdeurs des confins, des flâneurs de l'apocalypse vivant libres de soucis matériels au bord de leur gouffre apprivoisé, familiers seulement des signes et des présages, n'ayant plus commerce qu'avec quelques grandes incertitudes nuageuses et catastrophiques, comme dans ces tours de guet anciennes qu'on voit sur la mer. Et après tout, se disait-il, devenu de plus en plus rêveur, ce serait une manière de vivre. Il n'annonce pas Trump, mais il annonce un monde guerrier, belliqueux. Et il avère que ce passage, c'est exactement le résumé de, je prononce mal, Ernst Jünger, sur les falaises de marbre. C'est le résumé du bouquin où des barbares
vont tuer les deux personnages qui étaient un peu civilisés. Néanmoins, le bouquin de Junior, la première fois qu'on le lit, est assez ambigu. Hein? D'autres, Gracq a beaucoup défendu Junior parce que le bouquin, pour la première lecture, est pas toujours bien clair. Même pour plusieurs lectures. Pardon? Même pour plusieurs lectures, on peut lui donner une chaude interprétation. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, ce royaume que prévoit Grange annonce l'anéantissement du monde avant la création d'une ère nouvelle. L'annonce est bien sûr aidée par l'écriture de Gracq qui est poétique. Mais on l'a vu, tout l'espace est animé, les forêts, le ciel. Mais il y a une chose assez étonnante, c'est que l'ouïe et la vue vont se fondre pour créer un monde aquatique, voire sous-marin. Les forêts se transmuent en liquide. Moriamé se terre dans la combe des forêts. Les cafés parisiens se transforment en grottes. Des coulées phosphorescentes traversent la nuit, les falaises s'effondrent, les jardins se remplissent d'écume, l'aviation disparaît pour laisser place à d'étranges fonds sous-marins. Grange regarde le ciel et il voyait se plaquer contre le ciel plus dégagé de l'allée des flottaisons d'avions assez clairsemées, hautes et étrangement lentes, qui semblaient nager presque immobiles, comme si elles remontaient un courant. Ce qui le frappait, c'était leur comportement paisible de poissons dans l'eau, la manière qu'elles avaient de s'espacer à l'aise dans la hauteur, de s'ignorer l'un l'autre, à la manière des bancs qui se croisent et s'ignorent, et vont chacun à leur affaire, étagés dans la transparence de la haute mer. D'ailleurs, dans les dernières pages, Grange regarde flotter l'eau lourde de la pièce, il glisse dans le lit comme sur une plage, sa main flotte dans l'épaisseur de l'eau, la vie disparaît et Grange n'entend plus que le battement du sang qui lui rappelle le bruit de la mer. Donc, c'est un récit de guerre, oui, mais dans un sens particulier, car le balcon est une sorte d'initiation qui va de la symbiose avec la nature à l'acceptation paisible d'un moi fragile dans un monde océanique. Conclusion. C'est un récit de guerre, on le répète, peut-être, oui, mais à cette différence près que l'attente ne génère ici aucune angoisse. La première partie constitue des grandes vacances où les hommes communient avec la forêt. Dans la seconde, Grange reçoit des ébauches de réponses à ces questions. S'il trouve le bonheur dans la nature, il découvre l'humanité de la conscience. Nouveau Parsifal, il arrive au point où les antagonismes se résolvent. Tout porte à croire, dira Breton dans le deuxième manifeste, tout porte à croire qu'il existe un certain point de l'esprit d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l'incommunicable, le haut et le bas cessent d'être perçus, contradictoirement. Or, c'est en vain que l'on chercherait à l'activité surréaliste un autre mobile que l'espoir de détermination de ce point. Gracq n'a pas été surréaliste, mais il a eu une très forte amitié avec Breton. Ce que souligne ce passage, c'est que le personnage a une quête existentielle qui restera sans réponse puisque, vous l'avez vu à la dernière page, on ne sait pas s'il dort ou il meurt. Voilà, c'est fini. Ouf. C'était un peu lourdeau, mais on a commencé en retard. Non, pas du tout. C'était très intéressant. Ah, mais, c'était très intéressant parce que je trouve que petit à petit, tu nous dévoiles l'essence même du livre. Ce qui Tu nous en as fait relire plein, donc oui. Super. Non, c'est très très bien. Je trouve que c'est un livre, je trouve que Gracq est difficile. Bon.
Pas plus que ça. non. J'ai pas jamais travaillé sur graphe, sauf aujourd'hui, hein, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui fait des œuvres comme des œuvres de joaillerie, hein, où les choses s'en mêlent, se tissent, où vous avez un élément, page 41, que vous allez retrouver page 252, si vous ne l'avez pas noté, vous ne le savez pas, etc., avec une syntaxe qui est quand même particulière, hein, puisqu'on a des phrases à rallonge. Alors j'ai pris soin de vous, c'est-à-dire j'ai coupé le milieu, parce que on y serait jusqu'à 5 heures. C'est quelqu'un j'ai jamais travaillé dessus parce que je trouve que la syntaxe comme la recherche sont ambiguës, confuses et difficiles à percevoir. Par exemple, le rivage des Cirtres, c'est un livre hiératique, magnifique. Mais pour travailler ça, en revanche, oui, on dit pas par contre, hein, mais en revanche, les romans Le Beau Ténébreux, Le Château d'Argol, on met les deux mains peut-être, hein. Je sais pas. Mais je trouve ça terriblement Le Beau Ténébreux. Là. Moi, je le trouve ténébreux, pas du tout. Bon, on nous dit qu'il est beau, bon, on veut bien le croire. Toutes les femmes courent après, je veux bien comprendre. Mais en fait, l'intrigue se veut une énigme, mais qui ne me parle pas. Le balcon me parle, le rivage me parle. Même si ça reste des interrogations sans réponse. Mais c'est ça qui en fait la richesse. Parce que justement, c'est riche en puissance, je trouve. Tu peux le lire à plein de degrés. Ça peut être l'histoire de la drôle de guerre, on est dans les Ardennes. Ah oui, oui, ou elle a une opération spéciale, comme dit Poutine, quoi. Oui, oui. C'est juste une opération spéciale. Oui, Poutine est imprégné de grade, hein, je pense. Ça, je sais pas. Mais je trouve que, et tu l'as bien fait ressortir, on peut en voir beaucoup d'autres choses qu'une simple relation de la drôle de guerre. Oui, c'est pas qu'une relation de la drôle de guerre. Non, du tout. C'est une vie en forêt. Ça, c'est sûr, hein, c'est la forêt. C'est la forêt Voilà, d'un c'est fait la forêt. personnel. C'est la forêt Le ardennaise. personnage principal, c'est la La forêt. forêt. pour moi. D'ailleurs, il y a des termes même respirants. Mais bien sûr. Donc, Et c'est pour ça, quand tu disais qu'à la fin, tu comparais au milieu aquatique, on a l'impression que c'est un élément. Il est dans son élément tout d'un coup. Ah ben Il vient évidemment. d'arriver dans son élément comme un poisson arrive pas dans l'eau. Mais l'important, c'est pas ça. C'est cette marche petit à petit vers la mort ou le sommet, Oui, voilà. où le milieu se transforme en milieu aquatique. Oui, mais Il est en train de perdre son sang et il est Oui. un peu dans un état second. Oui. Mais Tu sans voulais compter, dire sans compter qu'en plus, il est comme un poisson dans l'eau, je le disais. Mais quand il retourne en Touraine, par exemple, il n'y a pas de lien affectif particulier. il fuit Paris. Il fuit Paris. Mais enfin, il n'est pas dans Il est Paris. ravi. Il y a Il il y a des jardins. Oui. Il mange de la rillette en buvant des Mais coups. enfin, il repart dans ses Ardennes, sans grande notion. Mais le problème, c'est que nous, on lit ça comme si ce personnage avait une psychologie. Non. Attends. C'est moi qui pose. Et je vous ai passé le passage de Crac où il dit il n'y a pas de psychologie C'est à pas ce que je veux rechercher. insinuer. C'est ce que je veux dire simplement, c'est qu'il rentre chez lui. Il rentre dans son fortin. En lui-même. Mais il rentre pas dans son fortin, il rentre dans rentre sa en forêt. lui-même. Oui, dans ça. Mais enfin, géographiquement, il faut bien qu'il rentre quelque part. Il rentre géographiquement, il faut bien qu'il aille quelque part. Dans la maison de Mona. Voilà, dans la maison de Mona, et qui est une créature de la forêt aussi. Et lui aussi. Petit à petit, on a l'impression que c'est une espèce de créature de cette forêt. Petit à petit, ce sont des êtres de la forêt. Un peu de nous parler avec le conte. Moi, j'ai une vision Mais moi- aussi, j'ai une vision sur cette histoire de nature. Tu sais, ça m'a fait penser à la période Vichy et hitlérienne,
Hein, l'homme se fait dans la nature, retour à la nature, tu sais, Oui. primordiale, voire primaire, on est fort, etc. Et c'est marrant parce que je trouve qu'il reprend ça en retournant complètement. Parce que Oui, Grange, là-dedans, peut-être. c'est un anti-héros complètement. Oui. Et alors, effectivement, c'est le gamin qui est en grande vacances sans être un gamin, parce qu'il y a tout le côté, effectivement, recherche de soi, avec ce flou et cette interrogation et ce face-à-face. Et on ne sait jamais quel sera le mot de l'énigme, hein, et puis on ne sait pas, effectivement, bon, le sommeil, effectivement, ça renvoie à la période surréaliste, la mort, enfin, on est là-dedans. Mais alors, cette nature, elle est complètement envisagée de façon poétique, Tout à fait. hein, et avec une espèce d'osmose Oui. qui est régénératrice, mais en même temps qui ne l'est pas, parce que c'est la quête, c'est ça. la beauté, c'est ce qui nie la guerre, et puis la guerre est quand même là. Mais justement, j'ai l'impression que c'est une espèce d'anti-roman sur la guerre. Enfin, il y a la On peut le lire comme qui est ça. pas montrée telle quelle, hein, parce qu'effectivement, le coup des estafettes, là, et l'autre, Les camionnettes. oui, avec la viande, etc. Et c'est pareil, en fait, il va y avoir des épisodes de guerre, on s'en aperçoit à peine. À peine. Hein, quand la camionnette passe et qu'elle tire, effectivement, là où il n'y a pas assez de protection, et va en zigouiller deux d'un seul coup, il n'y a pas de combat, en fait. Non. Et lui, c'est pareil, il va se prendre un machin, bon, il va sans doute aller mourir, mais il n'y a jamais de combat. Non. En réalité, ça passe comme ça. Dans une Ça reste lointain. et ce rapport à la nature, c'est cette espèce de négation, à mon avis, qui est pour le coup vitale. Hein, et effectivement, là, on retrouve du Wagner, on retrouve une espèce de force vitale, Oui. la négation du Vichy, de l'hitlérisme et de l'homme hygiénique et qui sera le grand soldat, quoi. Enfin, moi, j'y vois ça aussi. On n'y est pas encore à Vichy à l'époque. Mais c'est-à-dire que, justement, quand tu parlais de temporalité, Tu parles pas assez fort. on voit très bien dans les deux temporalités, les temporalités aussi de la drôle de guerre, puis la guerre qui est pliée en quelques semaines, elle est pliée en 6 semaines pratiquement. Et donc, on retrouve la temporalité aussi réelle de ce qu'a été la guerre. Et puis, ça me rappelle aussi la forêt, qui pour moi est le personnage fascinant du roman. Ça rappelle aussi Genevois, il y a un roman qui doit s'appeler Lorelai, dans mon souvenir, de Genevois, où justement, on est perdu la forêt, et ça me rappelle évidemment la forêt germanique. Pardon? Non, c'est dans un autre qui s'appelait, je crois, Lorelai, c'est dans mon souvenir, et ça rappelle la forêt germanique, évidemment. Et la forêt Mais de ça Conde. rappelle aussi la forêt de Macbeth. À la Oui, fin, aussi. la Oui, forêt aussi. qui tout d'un coup s'avance et qui est Aussi. l'armée. Oui. Je trouvais Aussi, ça, moi, ça ça rappelle m'avait ça trouvé aussi. ça. Oui. Mais c'est une guerre complètement improbable, effectivement, qu'elle est située quelque part au confins. Mais ça a marqué plein de personnes. Par exemple, Dizati a écrit un roman aussi. Ben, bien sûr, le Ça désert rappelle des le Zaki, Tartares. évidemment, ça hein. rappelle le désert Tartare, bien sûr. Oui, le les désert des Tartares. Et puis, Jacques Brel qui chante « En attendant ce jour, je m'ennuie quelque part Sauf que dans Buzzati, il se passe vraiment rien, Oui. même à la fin. ». Oui, mais par exemple, Jacques Brel a écrit une chanson, je sais pas trop, et c'est cette histoire où il attend l'ennemi viendra qui me fera héros. En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois. Bon, je sais pas. Bah, le voyage au bout de la nuit décrit les Oui. premiers instants de la guerre. Mais ça a Alors, marqué de tous les côtés, quoi. C'est Ça a marqué les Italiens. sanguinolent, hein. Et C'est ce qui est ouais. extraordinaire, et ce qui est extraordinaire, c'est que Grange, à aucun moment, ne songe à se mettre à l'abri. Quand on lui propose les supérieurs lui proposent une mais mutation, non, ça l'intéresse pas. Ça Il l'intéresse dit, pas. Ce qui il se le passe, redit, je me plais ici. Voilà, je je me veux plais rester ici, là. exactement. Et il y a quelque chose qui le happe, qui le retient. Ça fait penser un peu à la montagne magique, où le personnage de Castor, Ah, oui. alors, le personnage de Castor n'arrive pas à sortir de ce laboratoire et il finit par s'y habituer. Lui qui n'est pas malade, finit par le devenir. Et à la fin, il disparaît. Un peu de la façon, il y a quelque chose aussi qui rappelle, il disparaît dans le tourbillon de la guerre de 14 sans qu'on sache réellement ce qui advient de lui. Le roman s'adresse de façon un peu énigmatique, exactement comme Grange, comme tu disais. À la fin. On ne sait pas trop si jamais il est parti pour dormir, s'il est parti Ah, pour mais dormir. pardon, excuse-moi de te couper. Il y a des entretiens sur YouTube de Grange avec monsieur Paget, je ne connais pas, hein, où Paget, qui a fait ses interviews en 1977, demande à Grac, mais alors le personnage, il meurt ou il dort? Et Grac répond, je ne sais pas. Ben oui, comme la fin de la montagne magique, je te dis. On n'y sait pas. Oui, Le sort ça- n'est pas ça- réglé. On n'a pas la pas besoin peine. de savoir. C'est pour la peine. Non, c'était un moment. Ça suffit comme ça. Voilà. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé que c'était très bien,
c'est que tu finis avec la surréalité. Et on voit bien la différence qu'il peut y avoir entre surréalité et surréalisme. Et on en est proche, et c'est les personnes. Et c'est, je trouve, tout est en nuance là, et ça me paraît très juste. Vous me flattez. Non, Ceci je ne étant- flatte pas du tout, c'est que je trouve que c'est juste. Ceci étant, juste une chose, monsieur, juste une chose. Gracq a refusé, Breton pouvait très bien faire entrer Gracq dans le surréalisme, c'est Gracq qui n'a jamais voulu. Mais ils ont eu une amitié très profonde. Hein. Bah, Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Je veux dire, on comprend très bien qu'il n'a pas envie de se mettre la coupe de... Non, mais c'est pas le propos. C'est Non, mais pas le on comprend propos. très bien qu'il ne Mais- veut pas rentrer dans le courant. D'autant que Non, Breton non, est quelqu'un quand même qui a... Il a écrit un bouquin d'ailleurs sur Breton. Oui, ça Hein? n'empêche pas. Vous vouliez dire quelque chose, monsieur? La drôle de guerre. Pardon? La drôle de guerre est une drôle de guerre. Je comprends pas. La drôle de guerre est réellement une drôle de guerre. Oui. C'est quelque chose qu'on n'a peut-être jamais vu. Écoutez, tout simplement, mon père était sur la Meuse, à côté d'une mine, qu'il devait faire sauter un jour ou l'autre. Il avait fait venir son cahier de laboratoire, et il écrivait sa thèse pendant la drôle de guerre. C'est une guerre on n'a jamais vu ça. Enfin, les guerres que nous connaissons sont des guerres qui sont constantes. Alors, à cette époque-là, l'Allemagne était en train de démolir la Pologne. À cette époque-là, on envoyait des gens en Finlande pour Dieu sait quoi. Et eux, ils étaient là à attendre que ça se passe. Alors, il y a une fascination qui n'est pas la seule fascination du personnage. Il y a le déni de la guerre. Oui. Ça n'est pas seulement le problème de Varin ou le problème de Gracq. Ah ben non. Ce que Gracq dit, c'est que, et c'est terrifiant à dire, il est en train de dire qu'il y a une civilisation qui s'endort. Oui. Comme dans le rivage des siècles. Oui. Peut-être même comme Dans maintenant. le rivage Hein. des Sirtes, on en est à souhaiter la mort d'Orsena. Oui. Voilà. Pour que ça dégage un peu. Et alors, vous n'aimez pas le beau ténébreux, je vous l'accorde, moi non plus. C'est chiant, c'est N'empêche que le beau incroyable. ténébreux fonctionne sur quelque chose de terrifiant, qui est la fascination de la mort. Oui. Là aussi. Oui. Le personnage Mais va se suicider, et parce qu'il a promis de se suicider, Fidé, il est obligé de le faire. Bon, autre question. Vous parlez de Parsifal, pourquoi? Parce que Parsifal, donc qui est retenu par sa maman, élevé par sa maman, va découvrir un cheminement qui... Je parle de Parsifal parce que... Je vois pas. C'est pas grave, Parsifal. Wagner, Parsifal. Et parce que la Et quête... le roi pêcheur. Pardon? Que faites-vous du roi pêcheur? Ah, j'en fais rien du tout. Je vais vous confier une chose, c'est que je l'ai pas lu. Ah, c'est dommage. Non, j'ai pas eu le temps. J'ai travaillé pour vous. C'est un roman. Oui, le roi. Non, c'est pas une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre. Une Oui. façon de traiter l'histoire du Graal tout à fait étonnante. Je veux bien. Il y a vous deux parler. façons de traiter l'histoire du Graal. La première, c'est de mourir avant de l'avoir écrit, avant de l'avoir fini. Ça, c'est Chrétien de Troyes. On ne sait pas où on est. La seconde, c'est de le finir, et à ce moment-là, c'est un peu décevant. Dans la pièce de Gracq, Parsifal refuse de retrouver le Graal. Alors. La pièce ne se termine pas, il passe. D'accord. Parce que Parsifal va quand même grandir. Non, mais ça, c'est le Parsifal de Wagner. C'est une Oui. chose. Et vous, Mais le vous me Parsifal- parlez du roi pêcheur. Je suis Voilà, d'accord. Le personnage de Gracq est autre que le Parsifal de Oui. Wagner. Oui. Il ne conclut pas. Oui. Bon, je vous ai assez embêté. Oh non. Peut-être que vous voulez boire et manger maintenant. Hein. C'est quand même plus important.
Comme la première partie du roman. Qu'est-ce que tu dis? On mange et on boit. On mange un. Merci François. Non. Merci François.